Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de l'Eurobasket avant le début des huitièmes de finale prévus ce week-end. On va passer en revue les infos importantes du mois d'août. On va parler du scandale qui plane sur les Clippers et Kawhi Leonard, des dernières actualités NBA. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Salut Charlie! Salut Josh, salut à tous. Ah Charlie, tu m'avais beaucoup manqué, c'était trop long cette période-là. Ouais, c'était long hein, cette pause-là. C'est sympa les vacances, mais ça dure un peu longtemps quand même sans te parler. Parce que c'est vrai que on se parle que dans le podcast, c'est vrai ça. Ah bah sinon on n'aurait plus rien à se dire pendant les numéros. Ouais, voilà, ouais. Je tiens à rappeler, qu'on fait ce podcast avec toute cette petite news, l'Eurobasket, tout ça, pour rappeler le mailbag qu'on va préparer bientôt avant le début de la saison. Chers auditeurs, vous pouvez nous envoyer vos questions, les équipes, les joueurs dont vous souhaitez parler, n'importe quel sujet lié à la NBA et à la nouvelle saison qui se prépare. Vous pouvez nous envoyer ça à nbacornerpod, pod, @gmail.com, nbacornerpod, @gmail.com. Charlie, on va commencer ce podcast. On a beaucoup de choses à traiter. On va commencer par l'Eurobasket et les huitièmes de finale. Alors, je ne sais pas quelles étaient tes attentes personnellement avant cet Euro pour l'équipe de France, mais perso, moi, j'ai toujours vu ce tournoi comme l'opportunité pour cette équipe de bâtir un groupe autour d'un nouveau coach avec des jeunes joueurs qui vont devoir cumuler de l'expérience le plus rapidement possible en vue des JO de 2028 à Los Angeles. Moi, clairement, c'est l'objectif pour moi des prochaines années qui se profilent devant nous. J'ai eu le cœur brisé devant la blessure d'Alex Sarr, blessé au mollet, alors qu'il avait réalisé une belle entame de la compétition. J'aime beaucoup de choses sur ce que je vois sur le terrain, la circulation du ballon, les schémas défensifs. J'ai moins aimé la difficulté de l'équipe quand on a eu à attaquer la défense de zone d'Israël. Là, on a vraiment pédalé dans la semoule. C'est la seule défaite du tournoi pour le moment. Charlie, donne-moi tes premières impressions sur cette équipe de France. Bah d'abord, effectivement, moi je pense que le premier objectif de ce tournoi, c'était quand même c'est un peu le lancement d'une nouvelle ère, quoi, effectivement, avec un nouveau coach, avec des nouveaux leaders aussi, qu'on le veuille ou non. Écoute, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce qu'on voit. On a eu une entrée en matière plutôt maîtrisée. Alors certes, c'était facilité par un premier match assez facile. La Belgique n'était pas vraiment un adversaire inquiétant. Mais comme souvent dans ce genre de cas, il faut quand même faire le taf et ils l'ont très bien fait. Tu l'as dit, il y a eu juste au moment où on pouvait commencer à s'enflammer un peu après le match face à la Slovénie. On a vite été ramené sur terre par la défense de zone israélienne. C'était assez difficile à regarder, ça j'avoue. L'incapacité des Bleus à trouver des solutions, c'était vraiment marquant. Le nombre de mauvais choix de 1 contre 1 tout mou qu'on a vu, c'était assez pénible. Et j'avais vraiment le sentiment qu'on voyait le mauvais visage de cette équipe, tu vois, avec des leaders un peu décevants, mais en même temps, c'est une équipe qui est jeune et c'est normal qu'elle se cherche dans certaines situations. Donc, on attendait une réaction après ce match-là, et notamment de la part des leaders de cette équipe, à commencer par Yabusele, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été servi face à la Pologne dans un match qui a pas été simple. Donc voilà, je suis assez content aussi de ce qu'on voit. Je trouve que, enfin, il y a quand même un truc, c'est que j'ai quand même la sensation qu'on est face à une équipe de momentum. Quand cette équipe commence à perdre le fil, ça peut aller assez vite. Et même face à la Pologne, on l'a vu, hein, malgré la victoire, dès que ça a commencé à galérer un peu offensivement, en fait, on a l'impression que dès qu'ils galèrent offensivement, tout est remis en question. Tu vois, ils perdent de leur défense, ils perdent de l'intensité. Et c'est vrai que j'aimerais bien voir cette équipe, quand ça tombe pas dedans, être capable de lock le match en haussant le ton en défense. Mais écoute, je trouve que c'est quand même assez encourageant. Il y a beaucoup d'absents. Tu l'as dit, il y a la blessure d'Alex Sarr qui est assez triste. Maintenant, on va voir ce que ça donne en phase finale avec un programme qui va être beaucoup plus compliqué que cette phase de poule. Hein. La France est dans une partie de tableau qui est vraiment très difficile. Et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Mais je suis plutôt satisfait. Et puis, comment ne pas être satisfait? En fait, le premier objectif, il est déjà atteint puisqu'on a fait mieux que l'Espagne. On va en parler un peu plus tard de l'Espagne parce que Sergio Scariolo a pris sa retraite, une légende du basket européen, du basket mondial tout simplement. Une légende bien pénible. Ouais, qui nous a bien mis dedans. Mais ouais, il part. On peut même en parler maintenant vite fait de Scariolo, comme ça sera fait. Mais voilà, il a remporté 4 fois l'Eurobasket.
une Coupe du Monde en 2019, argent aux Jeux Olympiques à Londres 2012, la médaille de bronze à Rio en 2016. Voilà. Je voulais juste tirer un coup de chapeau à ce coach, quand bien même on a un passif pas joyeux avec cette personne, même 75% de victoires en sélection quand même. Mais voilà, ça fait partie des coachs. Si tu apprécies le basket et si tu aimes bien les stratèges, lui, c'est quand même le haut du panier, quoi. Très clairement. Scariolo, c'est quelqu'un qui aura marqué profondément le basket européen. Oui. Et le basket espagnol, pour le coup, alors qu'il est italien. Donc, chapeau à lui et bon vent à Scariolo. En plus, sa conférence de presse était hyper classe. Enfin, le mec, impressionnant sur toute la ligne. Moi, j'ai très grand monsieur du basket. Ouais, tout à fait. Pour en revenir à l'équipe de France, moi, ce que j'espère concernant la suite du tournoi, c'est voir si cette adresse qu'on a un peu retrouvée face à l'Islande, cette adresse extérieure, qui est quand même un point important pour moi dans cette équipe. Quand les paniers tombent, ça paraît bête de dire ça, mais quand les paniers tombent, ça infuse un peu tout le reste du jeu, que ce soit la défense, que ce soit le jeu en contre-attaque, l'énergie en fait sur le terrain, ce qui est tout à fait normal parce que la confiance monte quand tu rentres tes shoots. Donc j'espère que ça va se poursuivre, notamment face à ce qui nous attend. On aura la Géorgie dimanche à 14h, et puis on est dans ce tableau avec potentiellement la Serbie, l'Allemagne qui nous attendent ensuite. Donc ça va être extrêmement compliqué, surtout que ce sont deux équipes. On va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure quand on aura quitté le sujet des Bleus. Mais ce sont deux équipes qui sont extrêmement impressionnantes depuis le début du tournoi, même si la Serbie, il y a des absences, notamment Bogdan Bogdanovic qui est blessé. Ouais. Mais on verra bien. Dans mes coups de cœur de cette équipe de France, pour l'instant, il y a clairement des joueurs qui ressortent. Hein. Je vais pas parler de Yabusele. Alors tout le monde lui est tombé dessus à Yabusele. J'ai pas trop compris pourquoi. Il a pas eu. Ça a été un peu un diesel dans cette compétition, mais très franchement, j'ai jamais douté du fait qu'il reprenne du poil de la bête. Ouais, mais il est très présent médiatiquement, et donc dès que tu te trouves pour être très présent médiatiquement, tu t'exposes un peu au contre-feu, quoi. Mais Sylvain Francisco, face à la Slovénie, extrêmement impressionné par sa performance, même si je continue de croire que sur certains schémas défensifs, même si défensivement il est très bon, il a une intensité de dingue sur le terrain, mais en termes de match-up, j'ai l'impression que ça peut être aussi des fois un minus pour nous. Mais très très impressionné par sa production. Jalen Horde est un joueur que j'adore. Je suis amoureux de ce joueur. Il est super précieux. Dans l'équipe de France, je suis fan de ce mec. Et Zachary Rizaché. Zachary Rizaché est un joueur qui, pour moi, est voué à devenir un des patrons de cette équipe de France, très clairement. Offensivement, défensivement, son shoot, la mécanique de shoot qu'il affiche actuellement, elle est d'une rapidité absolument incroyable. Et si ça tombe, il va être redoutable, Zachary Rizaché. Et on en a déjà parlé, toi et moi, pendant sa saison NBA, sa saison rookie l'an dernier. L'intelligence de jeu de Zachary Rizaché est vraiment saute aux yeux, mais à chaque action qu'il fait, ce jeune homme. Et je suis épaté par son jeu. Vraiment, vraiment épaté. Ouais, je suis d'accord, on sent qu'il est très au-dessus de la moyenne en termes de QI basket, et oui, à terme, il est évident qu'il doit devenir un des leaders de cette nouvelle génération. Moi, celui que j'attends aussi beaucoup, c'est Bilal Koulibaly, parce que je trouve qu'il s'est un peu éteint. Il s'est éteint sur la phase de groupe. Bilal Koulibaly, il a commencé assez fort et derrière ça a été moins bien. Moi, j'ai envie de voir un gros match de sa part là dimanche, et j'ai envie que cet Euro soit celui où on se dit que l'avenir de l'équipe de France passe par lui. Et c'est vrai que pour le moment, on a quand même plus tendance à se le dire sur quelqu'un comme Zachary Rizaché que sur lui. Et pour moi, les deux doivent absolument répondre présent. Donc ouais, moi, j'attends de Bilal Koulibaly une phase finale d'un bien meilleur niveau que ce qu'il a pu montrer sur la fin de la phase de groupe. Alors, j'en parlais justement avec un ami, Antoine Delplanque, qui est venu d'ailleurs dans ce podcast. Je t'attends pour parler des Kings, parce que c'est un fan des Kings. Et j'en parlais avec Antoine justement, et je te pose la question, Charlie. Bilal Koulibaly, c'est quoi notre attente concernant Bilal? Qu'est-ce que ça devrait être? Qu'est-ce qu'on attend de ce joueur-là exactement? J'ai l'impression que Bilal Koulibaly a entamé sa carrière
et ça a été un peu une surprise générale parce qu'il a joué avec Wemby, parce que tout d'un coup, il a été pris très haut dans la draft et il a été plutôt convaincant sur ses premières années en NBA, du moins en termes de potentiel. Il est encore très jeune, hein, il vient d'avoir 21 ans, Bilal. Et je me demande aujourd'hui si on n'est pas un peu trop exigeant le concernant, où j'ai l'impression qu'on attend monts et merveilles de Bilal Koulibaly, et j'ai l'impression qu'on va devoir faire preuve d'un peu plus de patience quand même le concernant. Je ne sais pas ce qu'on devrait attendre légitimement de lui. C'est quoi le profil que tu attends de Bilal Koulibaly? Et pourquoi on est déçu quand on voit qu'il ne fait pas exactement ce qu'il faut sur le terrain, quoi? On est déçu parce que ses attentes, c'est quand même lui qui les a fait naître, si tu veux. Oui, tout à fait. Tu vois, on peut pas non plus faire fi de ce qu'il a déjà montré, notamment au NBA. Alors certes, dans une équipe où c'est un peu le cirque, où c'est un peu le bordel, mais écoute, moi, ce que j'attends de lui, c'est déjà être plus fiable, être plus fiable au shoot. Être capable aussi d'avoir ce côté un peu fluendy, couteau suisse dont cette équipe elle a besoin en fait, tu vois, qu'il soit capable de contribuer dans différents secteurs. En fait, moi j'attends pas de lui qu'il soit un leader offensif. Par contre, j'attends de lui qu'il réponde présent sur des éléments importants d'intensité, de défense, de menaces extérieures. Honnêtement, j'ai pas non plus l'impression d'attendre de lui qu'il soit, tu vois, qu'il soit le patron absolu ou le leader de cette équipe. Par contre, je pense qu'il doit absolument faire partie de ces quelques joueurs qui, derrière Wembanyama, par exemple, dans les années à venir, sera vraiment un mec fiable, tu vois, un mec régulier et fiable. J'attends plus de régularité dans ses performances, quoi. Faut que ça se devienne effectivement un pilier défensif. Et aujourd'hui, il est encore un peu trop naïf défensivement. Ouais. Il se fait souvent avoir quand tu as des joueurs expérimentés en face de lui. Il se fait quand même régulièrement avoir et il termine régulièrement avec des problèmes de faute. Oui, et puis en termes d'adresse, là, c'est assez cata hein, quand même. Ah non, mais c'est que voilà, là, je parlais de défensivement. Pour moi, ça doit devenir un pilier défensif clair en termes de shooting et d'apport offensif. Effectivement, j'aimerais qu'il passe un palier. J'aimerais le voir être beaucoup plus adroit aujourd'hui. Moi, ce que je rêve pour Bilal Koulibaly, c'est une sorte de Tony Allen avec un shoot à 3 points, tu vois. Je rêve de voir un joueur comme ça éclore chez Bilal Koulibaly. Maintenant, je ne sais pas à quel point on est trop impatient concernant justement ce développement de son jeu offensif. Même ses lectures de jeu, il a beaucoup de travail à faire dans le sens de la passe, dans ses placements. Et ça, je t'avoue, je pense qu'il n'est pas aidé par sa franchise là-dedans. Non, voilà, c'est ça aussi, ouais, effectivement. Donc voilà, j'essaie pas de trouver des excuses à Bilal Koulibaly. J'aimerais juste que tous ensemble, on se repose un peu la question des réelles attentes qu'on a le concernant. Après, faire toujours attention de garder le curseur sur quelque chose de raisonnable, quoi. Après, t'as des attentes élevées quand même. Hein. Tony Allen avec un shoot, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, tu lui demandes pas d'être juste un bon défenseur, quoi. Tu lui demandes d'être Tony Allen avec un shoot. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Voilà. Non, mais c'est le meilleur scénario. On verra bien. On va jouer la Géorgie. Il y a quelques très bons joueurs côté Géorgie. Il y a Mamou Kelashvili, que les fans des Spurs connaissent très bien. Il y a Bitadze, que les fans des Magic connaissent très bien. Du Magic, pardon. À quoi il faut faire attention? Moi, j'ai l'impression que, très clairement, la France, là, pour le coup, enfin, cette équipe de France va devoir faire attention de ne pas tomber dans un jeu ultra physique que va vouloir imposer la Géorgie, très clairement. Ouais, clairement. Ça va être clairement leur stratégie. Et j'ai hâte de voir si cette équipe va être capable de se dépatouiller de cette confrontation et justement d'imposer son style et d'imposer ce jeu en contre-attaque, ce jeu rapide que j'ai l'impression que c'est une des grandes forces des Bleus, c'est quand ils arrivent justement à emballer un peu la machine et jouer sur un rythme un peu rapide. Et face à la Géorgie, j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Bah ouais, d'autant plus qu'on a quand même un groupe qui est assez étoffé, hein, mine de rien, on a quand même un banc qui contribue énormément dans nos matchs. Ouais. Effectivement, moi je pense que ça va être un vrai combat physique et qu'il faut absolument éviter de tomber dans le piège. Tu vois, nos intérieurs, par exemple, vont devoir... il faut surtout pas commencer à tomber dans les fautes à répétition, etc., etc. Évidemment, qu'à l'intérieur, on est un peu maigre, hein, on a que Mamjaté.
pour régler l'histoire à l'intérieur, quoi. S'il a un problème de faute, on est un peu dans une situation compliquée. Ouais, exactement. Et donc, je pense que pour la Géorgie, c'est évident qu'ils vont essayer de mener un vrai combat physique en tablant aussi sur le fait qu'on est limité dans le secteur intérieur. C'est une équipe solide. Sur le papier, pour moi, les Bleus sont vraiment favoris. Et bah, voilà, je pense que si l'équipe de France arrive à imposer son rythme, à jouer son jeu sans tomber effectivement dans le, ça va pas être une bagarre de rue, tu vois, mais sans tomber dans le basket trop physique, notamment dans le secteur intérieur, je pense que ça devrait passer. En tout cas, je l'espère, parce que ce serait décevant. Tu vois, la vérité, c'est que ce serait décevant de s'arrêter là. Oui, complètement. Ouais. Après, bon, la Géorgie qui a battu l'Espagne dès l'entame du tournoi, faut pas les prendre à la légère, quoi. Très Oui, clairement. mais c'est l'Espagne, bon, tu vois, moi, alors, Ouais, ouais. je vais pas te mentir, j'ai pas regardé tous leurs matchs, les Espagnols, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même très, très moyen, quoi. C'est sûr. La fin de match contre la Grèce était plutôt inspirée. Mais ouais, on verra bien, écoute. On verra bien ce que ça donnera. Qu'est-ce que tu penses de Frédéric Fautou maintenant qu'on a quelqu'un d'autre à la tête de cette équipe de France que Vincent Collet? Vincent Collet, toi et moi, on a souvent été critiques, tout en rappelant quand même le palmarès de ce coach qui, si c'est loin d'être parfait, a quand même réussi à écrire les plus belles pages de cette équipe de France de basket. Fred Fautou, moi, je t'avouerais que j'ai été un peu surpris au début par ses rotations. Je comprends pas toujours ses rotations. Après, je comprends bien que voilà, tu joues 5 matchs en 8 jours, il me semble. Donc c'est extrêmement condensé. Donc tu essayes de garder une certaine fraîcheur chez tes joueurs. Je voulais avoir un peu ton opinion. J'ai du mal à juger mon ressenti par rapport à Fred Fautou. Écoute, je trouve que c'est trop tôt pour le juger. Maintenant, effectivement, il y a des séquences où je trouve qu'il fait des choix qui sont intéressants, notamment défensivement, tu vois, sur les choix de Ouais. match-up, l'utilisation de Francisco, par exemple. Je trouve aussi que il fait parfois dans ses rotations des choix qui peuvent être étonnants, mais qui sont payants. Tu vois, par exemple, il fait beaucoup confiance à Okobo pour gérer le rythme de l'attaque, et ça marche souvent très bien. Moi, je suis plutôt content, moi, j'avoue, de ce qu'on voit. Mm. Alors effectivement, tu vois, je suis pas non plus dithyrambique et j'ai pas l'impression qu'il est en train de révolutionner quoi que ce soit, mais ouais, j'aime assez ce qu'il fait. J'ai les mêmes questions que toi en fait, c'est ses rotations, mais je trouve qu'avec les absents, Ouais. il propose quand même quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, je suis plutôt content de voir ce que je vois. Je pense effectivement que bah c'est tout con, mais il aimerait bien que l'adresse extérieure soit un peu plus présente, parce que je pense que du coup, en fait, ça mettrait plus en valeur ses choix, notamment sur le spacing. Mais pour le moment, je trouve que c'est pas trop mal. De toute façon, on sait très bien que il va aussi beaucoup être jugé en fonction des résultats, tu vois. Oui, Si complètement. Et part en je sais pas. huitième, Je sais. le Ouais, verdict ouais. sera pas le même, quoi. Je pense qu'une sortie en huitième, effectivement, ce serait décevant. Même moi, je serais déçu. Si tu sors face à la Serbie ou face à l'Allemagne ou face à une de ces grosses écuries. Ah, si tu sors face à l'Allemagne, ça veut dire que tu as sorti la Serbie avant, et là, pour le coup, ça devient un excellent euro. Voilà. Et la Serbie, bon, va falloir se les. Là, on sera clairement des outsiders, quoi. Ah À, oui, à voir comment cette équipe, dans ce rôle d'outsider, justement, arrive à, à sortir un match. Si c'est la Serbie, à voir comment ils arrivent à s'en sortir et quel visage. Moi, c'est plus la manière quelque part. J'ai envie de te dire, si affrontes la Serbie, peu importe la victoire ou la défaite, enfin, peu importe la victoire, la défaite m'importe peu. Ça dépendra du style de défaite qu'on encaisse, quoi. ouais, et moi C'est je veux plus la voir. manière qui va être importante. Et si ça passe, écoute, tant mieux, c'est Ouais, et formidable. moi je veux voir les comportements aussi, tu vois, parce que là on est Ouais. vraiment, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on est dans une nouvelle ère avec des nouveaux leaders, tu vois. Mm. Et par exemple, si on est dominé, si ça se passe mal, moi je veux voir en fait qui se met à gueuler, tu vois, qui est Ouais. celui qui a les mains sur les hanches et qui a déjà renoncé, et qui est celui qui va faire une faute de porc, tu vois, sur une contre-attaque pour réveiller tout le monde. Je veux voir celui qui va prendre la parole pour gueuler. Tout ça, c'est des trucs qui vont être hyper importants, parce que là, on est en train de parler des 10 prochaines années de l'équipe de France. Tu vois, cette génération-là, c'est les cadres des 10 prochaines années. Alors évidemment, il en manque. Évidemment, l'équipe est pas au complet. Mais les Rizaché, les Koulibaly, les Yabusele, tous ces mecs-là, ils vont être très importants dans les années qui viennent. Et dès cet Eurobasket, il faut qu'ils montrent, tu vois, qui Ouais. sont les vraies forces de caractère de ce groupe.
Je suis absolument d'accord avec toi. Euh, pour moi, il y a le plus gros chantier de cette équipe de France reste le poste de meneur de jeu. Je pense que Fred Fautou, j'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à trouver d'ici les JO de Los Angeles. La Coupe du Monde qui se jouera l'an prochain sera primordiale. J'espère que tout le monde sera là et qu'on aura enfin un premier aperçu d'un effectif au complet, du moins ce qui pourrait ressembler à un effectif au complet. Après, il y a toujours des changements et tout ça. Hein. Les JO, c'est dans plus de 3 ans. Oui, et puis vu Donc on les a le temps. profils qu'on a, tu vois, il y a aussi des choix qui vont être faits en fonction des adversaires, Complètement. etc., etc. Donc, Complètement. Mais j'ai hâte de voir ce groupe, parce que ce groupe, s'il veut aller loin, il va falloir qu'il ait une expérience commune, qu'il ait un vécu, et ça va se passer que en participant, enfin que en jouant dans des compétitions. tout à fait. Voilà. Mais l'avenir est potentiellement radieux pour cette équipe de France. Et là, c'est une première marche pour moi vers la construction de cet effectif. Mais en aucun cas, voilà, si on sort en quart de finale face à la Serbie, en aucun cas, je serais là à me dire, mon Dieu, quelle déception, on s'y attendait pas, quoi. Non, enfin, Non, non, clairement pas. On sera absolument pas favori face à la Serbie. exactement. Même sans Bogdanovic, il faut être, Il faut être honnête. voilà, il faut être Côté... honnête et il faut être conscient de notre valeur actuelle. Justement, quelles équipes te l'ont plus impressionné depuis le début du tournoi, Charlie, si t'en as? Ah bah la Les équipes qui Turquie, t'ont hein. marqué. Ouais. Bon, Le match, le Turquie-Serbie était de toute beauté. Le niveau de magnifique. jeu de ce match était absolument impressionnant. Ah ouais, ouais, c'était un match énorme avec un duel Sengun-Jokic fascinant. Alors évidemment, c'était le duel Şengün, attendu. la Ah vache. ouais, eh ben, tu Oh, sais que waouh, il a passé un palier ou bien? ah c'est fini Baby Jokic, hein. Là c'est fini. Là Ah non, mais il il est faut plus l'appeler impressionnant. comme ça. Hein. Et C'est puis maintenant c'est Alperen Şengün et c'est tout. il a pris du muscle, là. Ouais, ouais, ah, ça fait trop plaisir. Écoute, donc ouais, la Turquie m'a beaucoup impressionné. L'Allemagne, alors je vais pas te mentir que vu le groupe, j'ai pas beaucoup regardé leur match parce que je m'attendais un peu à ce que ce soit une balade et ça a été une vraie balade. Hein. J'ai regardé un peu les écarts là. 30 On points peut, d'écart contre le Monténégro, 22 points contre la Suède, 20 points contre la Lituanie, plus de 60 points contre la Grande-Bretagne. on peut parler de Dennis Schröder qui se transforme à chaque fois en meilleur meneur du monde quand il est sous le maillot de la Mannschaft. Ah, c'est génial, j'adore ça, les joueurs de sélection. Quel bonheur de Il voir ça. est impressionnant Ouais, avec son équipe d'Allemagne, là, ouais, Schröder. ouais. Et honte, carton rouge à tous les abrutis là, qui s'en sont pris à lui, à Sylvain Francisco aussi. Là, quelle tristesse de voir des gens qui sont encore là à balancer des insultes racistes à Ouais, ces c'est joueurs-là. affligeant, c'est affligeant. C'est affligeant, ouais, c'est absolument dramatique. Et, bref. Mais impressionnant, cette équipe d'Allemagne est juste. Isaac Bonga, idem. Ouais, Ce joueur, la misère qu'il a mis à Marken, c'est impressionnant. Mais je me dis, je comprends pas pourquoi des joueurs comme ça sont pas en NBA. Bonga, il est impressionnant. Adem Bona pour la Turquie, pareil quoi. Le mec, ouais, ouais. il a des capacités athlétiques qui sont mais impressionnantes. Enfin, je suis épaté par certains joueurs quoi. C'est fou. Non, mais je suis tout à fait d'accord, ouais. Et puis sinon, bah écoute, bon, sinon Yannis Antetokounmpo, hein, extraordinaire, hein, quel joueur de fou. Là, je regardais là le site de la FIBA a sorti un power ranking juste avant Ouais, les huitièmes là. Donc ils mettent l'Allemagne en numéro un, la Turquie en 2, ça m'étonne pas. Serbie 3, Grèce 4 et France 5. Ouais, ouais. Ça me semble plutôt juste. Ouais, ça me semble assez juste aussi. Ouais, j'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait. Et effectivement, je trouve que c'est plutôt logique. Alors après, bon, encore une fois, l'Allemagne, ils étaient vraiment dans un groupe qui était facile. Ouais. Mais bon, voilà, champion du monde en titre, je comprends qu'ils soient aujourd'hui vus comme les plus gros favoris de cet Euro. Ouais, il faudra qu'on parle de la Grèce aussi, mais on va parler, enfin de la Grèce. On va voir la semaine prochaine où se trouve la Grèce, s'ils ont réussi à passer les différents tours ou pas. Mais il faudra qu'on parle de Giannis Antetokounmpo parce que parce que ce joueur-là, quand il est là, la Grèce est invaincue, mais il est blessé.
Et je regardais un petit peu justement ces matchs joués ces dernières saisons à Giannis. Et j'irais pas dire qu'il est injury prone, hein. Je vais pas utiliser ce mot. Mais Giannis, il est quand même physiquement de plus en plus face à des problématiques de durabilité où son corps le lâche. C'est pas rare que son corps le lâche quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis en train de me demander de plus en plus où on en est. Enfin, à quoi va ressembler la suite de sa carrière à Giannis Antetokounmpo. À quel point il va, son corps risque de le trahir dans les années à venir ou pas. Et j'ai vraiment aucune envie que ça arrive, qu'on se comprenne bien. Je n'ai aucun souhait que ça se passe comme ça. Mais quand tu regardes un petit peu ces matchs en carrière, là, ces dernières années, ces dernières saisons NBA, ça porte. Tout d'un coup, je me suis dit, mais tiens, j'avais jamais pensé à ça. Et j'étais pas super optimiste. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu inquiétant. Ouais, bah en tout cas, c'est clair que ça va avoir cette saison et la saison prochaine vont être particulièrement importantes de ce point de vue-là aussi, parce que là, il va avoir 31 ans à la fin de l'année, il me semble, et il est en player option en 2027-2028. Donc là, il est en train de jouer pour s'assurer un dernier très gros contrat. Donc effectivement, oui, la question physique va se poser. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Je vais te redire un petit peu les matchs. Donc, l'an dernier, il a joué 67 matchs. 2023-2024, il a joué 73. 2022-2023, 63. 2021-2022, 67. Ouais, mais il loupe des matchs en playoff. Ah ouais, aussi, ouais. Et là, c'est les logs de la saison régulière. Ah ouais. Donc, au final, il a joué plus de 70 matchs à 2 reprises depuis 2019. Donc voilà, je te dis, j'ai pas envie j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, mais quand je non, vois c'est ça, trop tôt, mais effectivement, il faut surveiller. Ouais. et quand tu vois en playoff effectivement aussi les fois où il s'est retrouvé blessé, il n'a pas pu finir et son équipe s'est fait éliminer, bref, c'est vraiment quelque chose qui commence à me gratter la tête. On va parler rapidement du All-Star Game. Selon Shams Charania d'ESPN, la NBA serait en discussion. Il y aura eu des dialogues avec les différentes franchises, les syndicats des joueurs, ainsi de suite, sur un nouveau format pour le All-Star Game 2026, qui se jouera à Los Angeles dans le Intuit Dome des Clippers. Donc là, il serait parti sur un format avec 3 équipes de 8 joueurs, dont une constituée de joueurs internationaux. J'arrive pas à comprendre s'il s'agit d'un match, enfin s'ils vont faire. Enfin, l'an dernier, t'avais 4 équipes et c'était des matchs avec le premier arrivé à 40 points, le fameux Elam Ending là. Et là, de ce que je comprends, enfin c'est pas clair du tout ce qui est indiqué. J'ai beau essayer de recouper l'info dans tous les sens, c'est marqué il y aura avec des cartons de 12 minutes. Donc je suppose que ça sera quoi? Ça sera 3 matchs entiers qui seront joués. J'ai vu que la programmation allait commencer l'après-midi sur NBC au lieu de commencer avec un match le soir. Donc ça veut dire que nous, s'il y a un premier match qui sera accessible en soirée, je comprends pas. Je sais pas. Donc on est parti les joueurs ne veulent pas jouer le match parce qu'ils ont peur de se blesser, à vous allez jouer maintenant chacun 2 matchs le dimanche. Mais c'est des matchs de 12 minutes. Moi, c'est pas ça que je comprends. C'est marqué avec des cartons de 12 minutes. Ah oui, mais moi, je comprends que c'est un carton par match. Donc, ils vont jouer... Donc, ce sera l'équivalent de jouer 3 cartons de 12 minutes. C'est ça. Ouais, c'est l'impression que j'ai, ouais, c'est ce que j'ai compris. Avec le cirque de l'animation et des MC et tout ça entre les matchs, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un mini tournoi où chacune des 3 équipes affronte les 2 autres dans des matchs de 12 minutes, en fait, quoi. Mais c'est absolument atroce. Ah ouais, merci de le dire. Mais c'est ça, excusez-moi, hein, je vais être boucher les oreilles des enfants, mais ça va être de la merde en boîte absolue. Je vois pas comment ça règle quoi que ce soit de la problématique de ce All-Star Game où ça fait, mais c'est dingue. Mais en fait, moi, j'ai un peu le sentiment pourquoi c'est compliqué de faire le match monde USA
Mais parce que tu comprends, il n'y a pas assez de Oui, joueurs j'ai compris les sélections, machin, non-américains tout ça. pouvant être sélectionnés. C'est ce Non, que mais j'ai dit l'autre fois. Tu sélectionnes les All-Star Games et ceux qui ont la flemme de venir, vous restez chez vous. Et vous arrêtez de nous saouler. Oh là là. non, mais franchement, moi j'ai un peu le sentiment qu'ils font tout pour éviter ce format États-Unis contre le reste du monde. Alors ok, je comprends l'idée que ça limiterait les places pour des joueurs américains, machin, machin, mais Et que ça joue dans les carrières, ça joue dans les contrats. Ça, on en avait parlé, toi et moi. ouais. Que la sélection All-Star, le fait de ton statut d'All-Star est importante pour les joueurs. Mais si c'est que ça, si c'est que pour les chiffres et les contrats, tu nommes tes All-Stars et tu nous proposes un match intéressant. On s'en fout, nous, du Mais All-Star, des All-Stars. Tu nous proposes un match où on kiffe, quoi. Mais est-ce qu'il faut pas arrêter de vouloir proposer un match au All-Star Game en fait? Parce que bon, honnêtement, Je sais pas, l'enfant qui est en moi me dit que c'est quand même important. Il y a encore des gamins qui trouvent ça cool, quoi. Et si t'as moyen de proposer un match qui soit de qualité, pourquoi s'en priver? Je sais pas. je sais pas, écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, je t'avoue que je pense que le seul format qui pourrait éventuellement me donner un tout petit peu envie de regarder, c'est États-Unis contre le reste du monde maintenant. Voilà, moi je trouve que, en fait, si tu veux faire des matchs de 12 minutes pour faire des matchs, ça m'intéresse pas, en fait, c'est pas du basket. Alors, tu vas me dire, ça fait un moment que le All-Star Game, c'est plus du basket, et tu aurais raison de me le dire, mais ouais, je sais pas, ils changent de format tous les ans, on voit bien qu'ils tâtonnent pour essayer de trouver quelque chose qui convaincra le plus grand nombre, Non, mais l'an mais dernier, c'était quand même le summum de l'horreur absolue. Je suis désolé. bah, moi j'ai l'impression que l'an dernier, ça Irregardable. a plu à plus de monde que les Ah années bon? d'avant, hein. C'était Ouais, la deuxième pire audience de je ne sais combien d'années. oui, mais ça, les audiences, bon, tu vois, Ouais, 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 non, mais on est d'accord. L'argument des audiences tient pas. T'as raison de me remettre dans le droit chemin, Charlie. mais c'est vrai que ouais, moi j'avoue que en fait j'en ai marre de ces Peut-être. discussions sur le Star Game, ça revient tous les ans ils nous pondent un nouveau format plus Ouais. bizarre et plus alambiqué que l'année précédente, on comprend rien à vos histoires là. C'est bon, arrêtez, faites des concours ou au moins quitte à changer tous les ans, proposez-le une fois au moins, le États-Unis contre le reste du monde. Si ça se trouve Ouais. c'est nul, tu vois. Et dans ce cas-là, on arrêtera de réclamer après. Si ça se trouve Voilà. ça va mal se passer, Eh, ça va pas être bien mais je suis dans la team Charlie. Je suis exactement pareil que toi. Et ce que je me dis, c'est ça. Proposez-nous ce match-là. J'aimerais bien qu'ils disent, voilà, faisons les All-Stars. Voilà, machin, c'est bien, merci, t'es All-Star, bravo, t'es nickel, t'auras tes 10% de supplément sur ton contrat. Merci, au revoir. Tous les joueurs qui disent, oh, je sais pas si j'ai envie de jouer, bah allez-y, partez à Cancun faire vos vacances. Faites ce match-là. Voyons ce que ça donne. Est-ce que c'est compétitif ou pas? Et si ça l'est, franchement, c'est cool. Et si ça marche pas, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je m'en lave les mains. Je promets de ne plus jamais parler de ce All-Star Game dans le podcast. Mais en plus, les Très Américains sincèrement. vont se faire exploser, quoi. Ça va être trop bien. Mais 12 minutes, qu'est-ce que tu veux? C'est trop bizarre C'est comme trop nul. système. C'est trop nul. C'est vraiment trop nul. Qu'est-ce que Enfin, tu veux vraiment, je faire en comprends 12 pas. minutes? Je sais pas. Ça casse tout le sens stratégique, le rythme, tout ce qui fait tout ce qui fait le basket, du basket, quoi. À ton avis, en 12 minutes, ils vont être capables de prendre combien de tirs à 3 points? J'en sais rien, mais ça va être une blague. Et encore une fois, les trucs intermittents, c'est-à-dire tous les à côté, tous les trucs satellites autour du jeu vont prendre beaucoup plus de place parce qu'ils vont vouloir meubler, ils vont vouloir remplir le temps et l'espace avec des blagues, avec des happenings et tout ça. Je suis déjà fatigué, putain, mais il manquerait plus que ce soit Cyril Hanouna qui présente le Star Game et puis c'est bon, quoi. Ouais, mais en fait, Et de me le faire à la ils télé. sont obligés de faire des happenings pour nous faire oublier à quel point les joueurs en ont rien à foutre et à quel point c'est plus du basket, quoi. Ouais, c'est ça. Misère, misère absolue. Enchaînons. On va parler de Kawhi Leonard. Alors ça, mon petit Charlie, c'est l'affaire qu'on n'attendait pas en ce début de saison. J'ai envie de te dire. En tout cas, moi, je m'y attendais pas, hein. Mais alors, ça monopolise l'attention de la presse américaine depuis plus de 24 heures. C'est complètement fou. C'est le journaliste Pablo Torre qui a annoncé dans son podcast avoir en sa possession des documents ainsi que plusieurs témoignages attestant d'une stratégie de contournement du salary cap de la part des Clippers pour payer via un contrat de sponsoring fictif avec une banque qui s'appelle Aspiration, qui a un slogan éco-responsable, dans laquelle Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers, était actionnaire. Il a investi de l'argent, hein, à hauteur de 50 millions de dollars.
il y a un accord qui a été signé, donc de 28 millions de dollars en 2022, avec un paiement trimestriel étalé sur 4 ans avec Kawhi Leonard, dont le nom de la société apparaît dans les documents, sans qu'il n'ait jamais réalisé rien de concret dans le cadre de cet accord. Hier, dans la nuit, le Boston Sports Journal a indiqué que Leonard avait également conclu un accord parallèle avec Aspiration pour recevoir 20 millions de dollars supplémentaires en actions d'entreprise, actions qui devaient être prélevées sur les parts personnelles de Joe Sandberg, le cofondateur d'Aspiration, qui vient de plaider coupable pour fraude, une fraude qui est estimée à 248 millions de dollars quand même. Voilà, donc ce versement des actions avec la société devait également s'étaler sur 4 ans. Parmi les détails troublants, donc, il y a cette présence de Steve Ballmer parmi les actionnaires minoritaires, certes, mais cet investissement de 50 millions de dollars qui ressemble étrangement aux 48 millions qui potentiellement ont été retrouvés, qui sont censés être versés à Kawhi Leonard. En 2021, les Clippers avaient signé un contrat de sponsoring avec Aspiration à hauteur de 300 millions de dollars avant que celui-ci ne s'arrête. Je crois que ça a duré 2 ans. Et enfin, c'est peut-être le truc le plus troublant de tous, en tout cas pour moi, c'est que la structure du contrat de Kawhi Leonard contenait une clause qui indiquait clairement que les paiements de ces sommes s'arrêteraient automatiquement si Kawhi Leonard quittait les Clippers. Donc pour ceux qui dénoncent une manœuvre, cette manœuvre comme étant clairement un évitement du salary cap, cette clause en question, c'est ce qui permet de relier les Clippers, Steve Ballmer et Aspiration dans une espèce d'entente pour gérer le cas Kawhi Leonard et le convaincre de re-signer avec les Clippers. Steve Ballmer s'est précipité sur ESPN la nuit dernière à l'antenne pour dire qu'il était une victime dans cette histoire, qu'il accueillait à bras ouverts l'enquête que va mener la NBA sur le sujet. Mark Cuban a également été invité sur différentes plateformes, et d'ailleurs il doit être invité, le numéro est peut-être sorti déjà, dans le podcast de Pablo Torre. Je crois qu'il a été publié son épisode, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais Mark Cuban a dit que selon lui, Steve Ballmer était victime, qu'il n'est pas aussi bête et que jamais de la vie il n'aurait laissé Aspiration, tomber en désuétude comme c'est le cas, et il l'aurait renfloué en sachant que s'il était coupable, il aurait tout fait pour que les documents justement ne soient pas rendus publics dans le cadre du procès qui a lieu concernant cette société. Charlie, quelle a été ta réaction en découvrant cette sombre affaire? J'ai halluciné un peu. Je me suis dit, j'ai pas les mots en fait. Enfin, tu vois, si c'est vrai et que ça débouche sur toutes les sanctions qui sont évoquées, parce que il y a ça aussi. T'as pas évoqué les sanctions possibles, mais il y a un précédent quand même. Il y a un précédent avec les Timberwolves. Ouais, il y a un précédent avec les Timberwolves, c'est qui se sont fait sucrer leur choix de draft, qui évidemment le contrat a été annulé, donc. Il y a eu 5 choix de draft qui avaient été compris dans la punition. Ils en avaient récupéré 2 malgré tout plus tard, mais il y avait eu Glenn Taylor qui avait dû prendre ses distances avec le club, Kevin McHale qui était le GM qui avait pris ses distances avec le club. Et je rappelle que Kevin McHale à l'époque avait dit, et ça me fait marrer, il dit il y a d'autres équipes qui font ce genre d'entourloupe. Oui, nous on se fait gauler parce qu'on est une toute petite marché. Nous on est nuls donc on s'est fait gauler. Ouais, et Glenn Taylor avait même accusé David Stern de sauter sur l'occasion de les sanctionner parce que tout le monde se fout d'eux en NBA, qu'ils sont un tout petit marché, etc. Là, ça va être difficile de dire la même chose avec les Los Angeles Clippers. Ah oui, face à Steve Ballmer, ça va être compliqué, ouais. Ah bah oui, donc ouais, franchement, je vais te dire un truc. Ouais. Pour la NBA, j'espère que c'est faux. Voilà, je pense vraiment que ce serait une catastrophe que ce soit vrai en fait. Je pense que ça ferait trop chier. Ça affaiblirait une équipe forte en plus. Toutes les questions que ça va poser, parce que bien évidemment, il y a toutes les questions. L'autre fois, j'ai vu un journaliste, c'était Dan Patrick, qui est un célèbre commentateur sportif américain, qui recevait Pablo Torre dans son émission.
et qui pointait du doigt le fait que, par exemple, aujourd'hui, il va y avoir des suspicions, par exemple, sur le contrat de Jalen Brunson, qui tout d'un coup prend un contrat moindre de la part des Knicks. On dit, ah, t'as vu, il fait un sacrifice financier pour permettre à l'équipe Bah oui, c'est ça. d'avoir un salary cap plus sain pour faire venir d'autres stars. Mais tout d'un coup, tous les gens qui veulent casser l'image de la NBA vont dire, ah ouais, mais attends, c'est sûr qu'il y a un deal sous la table dont on ignore tout. Et clairement, hein, si Aspiration n'était pas en plein procès, c'est un procès retentissant aux États-Unis. S'ils n'étaient pas en plein procès, jamais les documents ne seraient sortis. Oui, C'est oui. parce qu'il y a un procès et parce qu'il y a un accès à des documents qui sont censés être confidentiels que cette histoire sort. Euh, mais la suspicion aujourd'hui est claire. Et la NBA, si elle ne fait rien, je ne sais pas comment elle va gérer ça, mais là, ils disent on va mener notre enquête. Là, c'est plus une opération de communication de crise qui va se mettre en place côté NBA, clairement. Ouais, bah bien sûr. Ouais, non, mais c'est clair. Alors après, on va voir ce que donne l'enquête, mais moi, bon, alors, il y a un truc, moi j'ai lu un truc qui m'a beaucoup fait rire quand même dans toute cette histoire. Vas-y. J'ai lu un mec qui expliquait que ce contrat était évident, enfin que c'était évidemment une fraude et que de toute façon, le simple fait de croire qu'une entreprise pourrait demander à Kawhi Leonard de faire de la De promotion faire du réseau social. alors que le mec il lâche un mot et que le mot tu le comprends même pas parce qu'il le marmonne dans ta barbe. Non, mais surtout qu'il n'y a rien. Enfin, je veux dire, en termes d'emploi fictif, là, ouais, on est dans un niveau proche de François Fillon, là. C'est incroyable. Ouais, ouais, mais On est écoute. sur un truc où les mecs, ils se sont pas pris la tête, quoi. C'est-à-dire, Non. on te paye, mais derrière, ils s'essayent même pas de faire semblant de lui faire un truc, à part Et un c'est ça espèce qui est de fou. pauvre tweet du compte des Clippers qui dit on souhaite un bon anniversaire à Kawhi Leonard, chaque like, que ce sera un arbre planté. Attendez, les gars, mais Non mais c'est ça qui est fou en fait, c'est vous nous que prenez et, vraiment pour des jambons, quoi. et du coup moi je comprends aussi un peu les gens qui disent que Balmer ne peut pas être aussi bête, etc. Parce que bah, c'est clair que en fait, enfin tu vois, alors je suis ni pro en communication ni en escroquerie, mais si le contrat c'était de faire la promotion de cette entreprise, il y avait quand même moyen de faire semblant de bosser un peu, quoi. Enfin, tu vois, Hmm. t'allais à un ou deux événements, tu balançais quelques tweets ou quelques Insta, enfin, tu vois, ça semble quand même pas Et compliqué. complètement. Là, on est sur le néant absolu, comme tu le dis, tu vois. Et donc, effectivement, c'est un peu étonnant. Et le Bon. recoupement des chiffres est terrible. Enfin, les Bah oui, non, mais 40 c'est ça, en fait, c'est que c'est presque trop gros, quoi, tu vois. les potentiels 48 millions correspondent à la somme investie personnellement par Steve Ballmer. Son interview avec Ramon Shelburne là, sur ESPN, euh, t'as l'impression que voilà, lui, il est déjà en communication de crise, quoi. Il est venu faire il est venu sortir son discours en disant non, nous connaissons les règles, on respecte les règles, bien évidemment, Mais il est vivement obligé d'être l'enquête, en communication de crise. mais bien évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'il ait convaincu grand monde en se précipitant comme ça sur un plateau de télévision. Non, Donc, non, ça c'est clair. donc je me pose vraiment la question de savoir ce qui va se passer derrière. Qu'il soit victime ou pas victime, j'en sais rien. J'espère qu'une enquête libre et indépendante parviendra à faire la lumière sur cette histoire. Je suis en droit de douter de la chose, parce que Steve Ballmer, c'est un des propriétaires, mais de tout sport confondu, les plus riches sur le marché américain. Son importance pour la NBA est colossale. Enfin, Non, mais en fait, là, il faut bien comprendre que, parce que moi, c'est chaud. j'ai vu des gens minimiser un peu tout ça. Pour moi, là, Adam Silver, il est face à potentiellement le plus gros truc depuis qu'il a succédé à David Stern à la tête de la NBA, en fait, tu vois, ça fait quoi? Absolument d'accord. Ça fait 10 ans qu'il est là. Se retrouver dans une affaire où potentiellement tu vas être obligé de prendre des sanctions très fortes sur une franchise comme les Clippers, où potentiellement les conséquences pour la carrière d'un mec comme Kawhi Leonard, elles vont être extrêmement fortes, c'est gravissime en fait. Enfin vraiment, c'est là potentiellement Adam Silver, il est sur un truc et en plus, on est sur quelque chose où en fait, quelles que soient les décisions qui prennent, c'est-à-dire si la fraude est confirmée, quelles que soient les sanctions, quel que soit
il va être critiqué quoi qu'il arrive, en fait. Tout à Quoi fait, qu'il arrive, absolument. il va être exposé aux critiques, et quoi qu'il arrive, alors qu'il est quand même un peu dans une... Adam Silver, il est quand même très très préservé, tu vois, par les médias, par les critiques. C'est quand même un mec qui est, je trouve, assez peu touché par les critiques, beaucoup moins que David Stern à l'époque. Et là, il va se retrouver dans une situation qui est vraiment très compliquée, et courage à lui et courage à la NBA, parce que cette enquête, je pense que dans les mois à venir, ça va être un très 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 gros sujet en NBA. Oui. Et autre chose qui est absolument, c'est drôle parce que ça rajoute ça rajoute des bûches, des bûches dans le feu, quoi. Sam Amick de The Athletic qui a rappelé qu'à l'époque où Kawhi Leonard donc décide de quitter les Raptors et où tu as cette espèce de, voilà, 2019, Kawhi Leonard, c'est le prix ultime de n'importe quelle équipe NBA. Tout le monde veut Kawhi Leonard. Tu m'étonnes. Tout à l'heure, on en parlait en off, toi et moi. Kawhi Leonard, c'était le, je veux dire, c'était le joueur. On a l'impression qu'on rentrait dans l'ère Kawhi Leonard. Effectivement, c'était ça. On se dit, mais où il ira, un titre tombera dans les prochaines années. C'est quasiment certain. Et dans The Athletic, Sam Amick rappelle que Dennis Robertson, son oncle, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, avait demandé, donc dans le principe de négociation, avait demandé notamment, avait dit, voilà, si jamais votre équipe est capable de nous donner une partie à nous faire rentrer en tant que propriétaire, actionnaire minoritaire de la franchise, si vous mettez un jet privé à notre disposition, une maison de fonction, si vous nous donnez une garantie sur les contrats publicitaires et les revenus qu'on va pouvoir en tirer en signant chez vous, alors vous avez une bonne chance qu'on signe avec vous. Ça a existé aussi. Et c'est pour ça que ça vient aussi alimenter cette rumeur. Parce que quelque part, ça ressemble un peu à un truc. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Ouais, ouais. À de la. C'est bon, c'est pas de la corruption, je sais pas, c'est du détournement, enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est de la magouille, mais enfin. C'est de la grosse magouille. Mais tu vois, là, ouais, je regardais La un peu fraude, la. c'est de la fraude. Je regarde, ouais, c'est ça, c'est complètement de la fraude. Mais tu vois, ouais, je regardais un peu par rapport à Adam Silver. En fait, là, il est déjà pris entre tous les feux, quoi. Parce que Ah, mais c'est sûr. là, il y a déjà des articles qui disent ça va façonner son héritage. Aujourd'hui, il se retrouve pris en tenaille entre tous les petits marchés qui attendent une sanction exemplaire, notamment parce que en 2000, il y a eu une sanction exemplaire contre les Wolves. Mais en même temps, en face, il y a Ballmer qui est une des plus grosses fortunes mondiales, et Mark Cuban qui est une figure absolue de la ligue. Enfin, et tous les autres propriétaires, Charlie, tous les autres propriétaires, faut pas oublier ça, c'est qu'Adam Silver, il travaille pour Steve Ballmer et les 29 autres. Ouais, mais c'est justement les autres propriétaires, en fait, qui vont c'est là où je te dis, il est pris entre tous les feux, quoi. Ouais, mais en fait, moi, c'est cette relation-là qui m'intéresse le plus. Parce que Adam Silver, les premiers comptes qu'il doit rendre, c'est à ces gars-là. C'est aux propriétaires des franchises. Faut pas se leurrer. C'est pas ni aux fans, ni à qui que ce soit d'autre. C'est ces gens-là c'est leur argent qui est qui est dans cette ligue. Ouais, mais moi, je pense que les propriétaires, ils vont pas tous être alignés, tu vois. Je pense qu'il y en a Non, beaucoup qui vont attendre que Ballmer, tout Ballmer soit-il, soit aussi durement sanctionné que s'il était à la tête d'un petit marché, quoi. ah, mais on peut se retrouver dans un Game of Thrones NBA, pour le coup. Un vrai. Comment elle s'appelait déjà cette parodie de Game of Thrones? Je sais plus. Ah oui, c'est Game of Zone, non? Attends, Game of Zones, c'est ça, exactement. Merci. Ma mémoire est défaillante, c'est terrible. Ah, quel Mais bonheur c'était cette série. c'était absolument génial. Euh, mais on peut potentiellement se retrouver là-dedans parce que si tu as des propriétaires qui ont les mains propres, eh ben ils vont dire mais attendez, mais c'est pas on va laisser passer ça. Ben, Si tu as j'espère des bien. propriétaires qui ont magouillé sur des schémas à peu près similaires, eh ben ils vont dire faut arrêter tout de suite ce truc-là, faut minimiser le problème et mettre l'attention des gens ailleurs, faut stopper le bad buzz. Ça va être passionnant à suivre en vérité. Ouais, non, mais Et tout à comme fait. leur problématique de paris sportifs et tout ça, où très clairement, c'est un panier de crabes pas possible. Ils peuvent se Et, faire croquer tout cru à n'importe quel moment avec ces histoires-là.
Et ça fait écho à ce que Kevin McKay il disait en 2000 quand ils se sont fait choper. Il Oui, avait dit il y a 10 équipes qui font ça tout le temps, elles sont douées pour le exactement. faire, nous on n'a pas été bons. Et voilà. C'est Et en fait, ça. c'est exactement ça. Ça crée la suspicion. Et là, en fait, je pense que si tu es un communicant au service de la NBA, ton objectif primordial tout de suite maintenant, l'objectif principal, c'est de minimiser les choses, d'éteindre un peu l'incendie, enfin, essayer de faire descendre un peu tout ça, et avec la saison qui va reprendre, que le sport reprenne ses droits, faire passer cette news comme une espèce de divertissement parce qu'on parle de rien, parce qu'il se passe rien. Tu as le Media Day dans quelques semaines, là. Euh, et Ouais, bah alors jusque. justement, le Media Day, Et, ça va être terrible, hein, les ah journalistes. bah oui, oui, mais Attention. d'ici là, comment tu prépares, on va dire, ton plan d'attaque jusqu'à cette échéance et comment tu vas communiquer là-dedans. Et ça, pour, euh, pour nous qui regardons la ligue comme ça un peu au quotidien, même complètement au quotidien, ça va être cool de regarder ça parce que j'ai hâte de voir comment ils vont se dépatouiller de cette histoire, quoi. Franchement, Ouais, mais c'est ça, mais parce que là, ça va être t'imagines assez que dingo, quoi. là, le Media Day, il est demain. Absolument tous les joueurs qui ont pris un petit cut sur leur salaire, la première question que les médias leur posent, c'est alors, comment tu récupères les sous, toi? C'est quoi ton deal? C'est quoi ton sponsor fictif là? T'as investi dans de l'immobilier récemment? T'as fait quoi? Pardon? Bref, on va enchaîner tout de suite avec Kuminga et la nouvelle convention collective. Depuis le début de l'intersaison, on assiste à une étrange situation entre certains joueurs et leurs équipes, notamment avec des négociations au point mort et l'impatience qui pointe chez certains. Cam Thomas, qui pensait mériter un salaire similaire à celui de Jalen Green l'an dernier avec les Rockets, je rappelle, c'était 105 millions de dollars sur 3 ans, vient de céder et d'accepter la qualifying offer des Nets, selon Shams Charania. Donc il va toucher 6 millions de dollars la saison prochaine. Il sera free agent l'été prochain et il aura, donc je crois qu'il ne peut pas être transféré en cours de saison. Donc Cam Thomas, qui pensait obtenir bien plus sur le marché, n'a pas eu ce qu'il espérait. Aux Warriors, on a le cas de Jonathan Kuminga, qui n'est toujours pas réglé. Alors apparemment, le Kuminga, il le vit plutôt bien, mais ça empêche derrière l'équipe de gérer le reste de l'effectif. On sait qu'il y a Al Horford, D'Anthony Melton, Gary Payton the Second qui attendent dans les coulisses que la situation se débloque pour avoir leur argent. Et je pense que pour ces joueurs-là, la situation n'est pas forcément confortable, notamment pour D'Anthony Melton et Payton, qui ne sont pas des joueurs qui ont gagné des millions et des millions au cours de leur carrière. Donc je pense que les gars sont un peu en train de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend ou pas? Kuminga, il a également l'option de prendre la qualifying offer de Golden State à 7,9 millions, il me semble. Et dans ces cas-là, il sera assuré d'être agent libre l'été prochain. Pour l'instant, il refuse l'offre. Je crois que l'offre des Warriors, c'était 45 millions sur 2 ans avec une option d'équipe pour la seconde année. Donc ça, pour l'instant, il a dit non. On a aussi Josh Giddey qui vient de recevoir une nouvelle offre des Bulls à 88 millions sur 4 ans. L'offre initiale, c'était 80 millions sur 4 ans. Donc pour l'instant, pareil, ça n'a pas été accepté. On va voir ce qui va se passer. Quentin Grimes, que les Sixers cherchent à signer le moins cher possible parce que eux, ils sont dans un salary cap complètement foireux. Et Quentin Grimes, qui pensait que ces matchs sous le maillot des Sixers lui permettraient d'obtenir un contrat beaucoup plus juteux, et ben, se retrouve avec un marché qui est mort. Russell Westbrook a été annoncé aux Kings potentiellement, mais pareil, Sacramento, eux, ils attendent également que la situation Kuminga se règle avec les Warriors Ah bah, ils le avant veulent. de régler ce... Quoi? Ils le veulent. Ah oui, oui, ils le veulent, ouais. Mais faut qu'ils attendent qu'il fasse son choix avec les Warriors. Donc on a tout ça, et ce que je trouve très intéressant dans cette situation, c'est qu'on a à la fois, j'ai l'impression, on est vraiment face avec tous ces joueurs à une autorégulation du marché imposée par cette nouvelle convention collective qui empêche les clubs de signer des joueurs un peu n'importe comment, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins la fête qu'avant. Et des joueurs qui ont une perception de leur valeur sur le marché, qui tout d'un coup se retrouvent confrontés à une dure réalité économique et financière, où tout d'un coup la valeur des joueurs, notamment ces joueurs de milieu de tableau, s'écroule, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as ce sentiment-là, Charlie. En fait, pour moi, le cas Kuminga, il est assez spécifique parce que
Un des éléments qui complique beaucoup les choses, c'est la team option. A Ouais. priori, le camp Kuminga ne veut absolument pas qu'il y ait une team option dans le contrat. Et franchement, je vais être honnête avec toi, je le comprends 100%. Parce que la gestion du cas Kuminga par Kerr et les Warriors en général, elle est nulle. Elle est tellement nulle depuis longtemps maintenant. Enfin, Ouais, c'est dur. ils ont été vraiment sans pitié avec lui. Ils l'ont écarté à l'arrivée de Butler alors qu'il montrait des choses intéressantes. Il est incroyablement talentueux. Alors, ok, il a du mal à s'intégrer au collectif des Warriors, mais il a un profil qui est très précieux. Il a beaucoup de talent. Et pour moi, le cas Kuminga, c'est un échec mais énorme de Steve Kerr parce que s'il n'arrive pas à l'intégrer à ce collectif, c'est sa responsabilité. Il n'arrive pas à exploiter son potentiel. Et pour le moment, c'est le cas Kuminga, c'est un très grand échec pour le coaching staff des Warriors. Et moi, je comprends du coup que Kuminga, il n'est pas du tout envie de se foutre une team option dans le contrat, parce que vu comment il est géré par cette franchise depuis maintenant sa draft, Ouais, ouais. tu vois, La confiance est comprends. rompue quelque part. Mais complètement, elle est complètement Hmm. rompue et ouais, je le comprends très bien. Alors moi, j'ai vu certains fans des Warriors être très en colère parce que tant que l'issue pour Kuminga est pas trouvée, ça gèle d'autres dossiers, hein, notamment des profils vétérans. Et moi, je suis halluciné de lire des trucs pareils parce que quand t'es un joueur NBA, t'as pas toujours t'as pas toujours la possibilité de décider à quelle sauce tu vas être mangé. Et Kuminga, là, il est face à la décision la plus importante de sa carrière jusqu'à présent. Donc encore heureux quelque part qu'il prenne son temps, encore heureux qu'il ne raisonne que en fonction de lui. Surtout encore une fois quand on voit comment les Warriors ont géré son cas. T'as tout absolument raison, Charlie. C'est pas comme si les Warriors avaient géré cette relation avec Kuminga de la meilleure des manières. C'est clair, Et vraiment. ils ne font que récolter le fruit de ce qu'ils ont semé avec Kuminga, très clairement. Ouais, et vraiment, en fait, tu vois, pour moi, ce dossier Kuminga, il illustre la fin de la période dorée des Warriors. Pendant Ouais. des années, Steve Kerr, c'était un modèle de gestion des joueurs. Il n'y avait aucun problème dans le vestiaire. Toutes les recrues étaient bien intégrées. Vraiment, en termes de gestion de joueurs et des égos, Steve Kerr passait pour le modèle. Et depuis quelques années, c'est pas du tout le cas. Alors, évidemment, on va pas revenir sur l'embrouille Poole Green, mais le cas Kuminga, je trouve qu'il s'inscrit là-dedans. C'est la fin de l'état de grâce. Bienvenue dans le quotidien de toutes les équipes de la ligue. Et oui, quand tu te comportes mal avec un joueur, tu le payes. Ouais, complètement, ouais. Le cas de Josh Giddey, est-ce qu'il te surprend ou pas? Josh Giddey voudrait avoir 120 millions, on va dire, sur 4 ans, donc 30 millions par an. Là, apparemment, selon Bobby Marks, c'est pas impossible que les deux camps arrivent à se mettre d'accord sur une somme entre 22, donc l'offre qui vient d'être faite, la nouvelle offre qui vient d'être faite par les Bulls, et entre 22 et 30 millions. Donc peut-être trouver un compromis entre les deux. Est-ce que tu comprends cette négociation côté Bulls et Josh Giddey? Bah, je comprends dans le sens où, avec Je cet comprends rien aux accord. Bulls, hein, personnellement, mais Non, mais alors voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je comprends que toutes les franchises fassent plus attention à la manière avec laquelle elles dépensent leur argent. Maintenant, je suis désolé, mais quand t'es Chicago aujourd'hui, c'est quoi tes perspectives? Je veux dire, c'est bien sûr que tu dois donner de l'argent à Guidi. C'est un des rares mecs qui t'offre l'opportunité d'avoir des ambitions à l'avenir. Alors bon, peut-être pas lui donner 30 millions par an, ça je dis pas, mais c'est vrai que quand toi tu proposes 20, que lui veut 30 et que tu reviens avec une nouvelle offre à 22, bon, tu donnes quand même pas l'impression de faire des gros efforts, je ouais, trouve. carrément, ouais. Mais oui, je pense que c'est absolument vital pour Chicago de conserver Josh Giddey, et je pense effectivement que c'est dans l'intérêt de tout le monde de finir par trouver un accord, je sais pas moi, autour des peut-être des 25 ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, Chicago, c'est difficile de comprendre ce qu'ils veulent faire. Oui, déjà, on comprend pas. Est-ce qu'ils sont dans une reconstruction? Bah non. Est-ce qu'ils sont ambitieux? Bah non. Moi, j'ai qu'une chose à dire, libérez Kobe White. Laissez-le partir. Ouais, grave. Laissez, laissez Kobe White faire sa carrière tranquillement, s'il vous plaît. Euh, Russell Westbrook pourrait ne pas entamer la saison dans une équipe. Les gros, ceux qui sont vraiment très très critiques de Russell Westbrook disent même que c'est potentiellement sa fin de carrière. Tu irais jusqu'à cet extrême-là, Charlie, ou pas? Je sais pas, mais Westbrook, moi je pense surtout qu'il attend qu'une place se libère, et notamment dépendamment du cas Kuminga, parce que par exemple, on sait que Sacramento avait coché son nom, mais les Kings, tant qu'ils seront sur le dossier Kuminga, je pense qu'ils vont même pas donner l'heure à Westbrook. Ouais. Donc, je pense que c'est trop tôt pour parler de fin de carrière. Euh,
J'espère pas, pour être franc. Moi, tu sais bien que je suis pas du tout un fan de Westbrook. Au contraire, je suis plutôt un Ouais. hater de son jeu, pas du mec, hein, mais de son jeu. J'aime pas son jeu. Mhm. Je trouverais ça hyper triste que ça soit sa fin de carrière comme ça, parce que j'aurais le sentiment qu'il l'a pas choisi en fait, tu vois, qu'il arrête parce qu'il y a plus de perspective pour lui, et ça, je trouverais ça vraiment très dommage. Donc j'espère qu'il va trouver qu'il va trouver un contrat, et qu'on va le qu'au moins il arrêtera quand il le voudra. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. J'ai vu quelques fans du Thunder cet été. Alors peut-être qu'ils avaient que ça à faire, j'en sais rien. Sur les réseaux, enfin des fans américains, hein, qui essayaient de convaincre, enfin qui auraient aimé, voilà, qui auraient aimé que le Thunder fasse une proposition pour le remercier d'avoir, après le départ de Kevin Durant, re-signé avec le club, enfin avec la franchise, pardon, et, et d'avoir maintenu d'avoir fait en sorte que le drame vécu par les fans du Thunder soit moins douloureux au départ de Kevin Durant en 2016. On se souvient, hein, Kevin Durant était parti le 4 juillet 2016 et Westbrook avait signé en grande pompe en août ce même été. Euh, voilà. Donc on verra bien. J'espère aussi Ouais. qu'il va. Non, non, mais j'ai trouvé ça rigolo, c'est tout. Oui, oui, non, mais je comprends. Non, mais Le en petit vrai, je clin d'œil. comprends. Et franchement, si le Thunder était pas dans un, l'objectif du Thunder là, c'est de dominer la ligue en fait. Tu vois, s'ils étaient pas dans cette situation-là, dans cette démarche-là, à l'instant T, où en fait ils sont uniquement préoccupés par le fait de gagner, 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 je Ah, mais trouverais ça complètement. génial, tu vois. Complètement. Et puis, moi, avec les années, je vais te dire, je suis devenu beaucoup plus froid et insensible qu'à une certaine époque. Tu n'as Bien pas de cœur. évidemment, j'ai aucune envie que Russell Westbrook. J'ai envie qu'il termine sa carrière selon ses termes, selon ses propres termes. Voilà ce que je Voilà, lui je souhaite à suis Russell d'accord. Westbrook. Tout à Et fait. pas qu'il soit boudé et qu'il soit contraint et forcé de prendre sa retraite. Voilà. Très sincèrement, ce joueur mérite euh, beaucoup plus de considération que certains lui accordent. Mais on verra bien. J'ai vu que Ben Simmons avait été lâché par son agent. Certains même, c'est le New York Post qui annonce que potentiellement il pourrait se retirer de la NBA. Je suis pas surpris de lire cette news et en même temps, je sais pas, Ben Simmons n'est pas un joueur que j'apprécie foncièrement, mais voir un joueur comme ça de 29 ans, quand tu vois le parcours de sa carrière à ce joueur, Ouais, c'est violent, hein. c'est d'une, ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est d'une violence inouïe, le machin. Si jamais il se barre et que personne veut de lui et qu'il quitte l'NBA, enfin, quand ton agent claque la porte et dit vas-y c'est bon j'en ai ma claque, j'ai j'ai pas envie de tirer des conclusions hâtives, mais c'est moche, c'est moche. Ouais, c'est inquiétant, effectivement. Ça a été tellement rapide, sa dégringolade à Ben Simmons, c'est assez terrible. Ouais, une série de playoffs face aux Hawks et puis voilà quoi. Très Young a eu raison de Ben Simmons. Ouais, ouais, mais ouais, je sais pas. Moi, je suis comme toi, hein, je suis pas un très grand fan de ce joueur, mais je Non trouve qu'il mais avait des éclairs, enfin, il avait des trucs vraiment. il est passé de digne successeur de LeBron James. Je rigole pas. Hein. Ouais, Là, bien sûr, aujourd'hui, ça oui, nous oui, fait t'as raison. marrer de dire ça, mais c'était complètement le dialogue au moment de son entrée dans la ligue et dans ses premières années. Il est passé de ce statut-là, qui est quand même absolument colossal, à, à une blague, en fait. Tout le monde se marre aujourd'hui. Ouais, ouais, mais voilà, moi je te Mm. dis, moi, à Philadelphie, je trouve qu'il a montré, alors jamais en même temps, jamais au même moment, tu vois, mais il a montré des trucs dans sa capacité à organiser le jeu, dans sa capacité à défendre aussi sur des profils différents. Ouais. C'est un joueur qui, en fait, c'est le type de joueur où j'arrive pas à m'empêcher de me dire, s'il avait été préservé des blessures et qu'il y avait eu un espèce d'alignement des étoiles, mais ça aurait pu devenir un joueur incroyable quand même, Ben Simmons. Tu Ouais. Je sais pas. Ce que je regretterais pas, c'est les vidéos tous les étés, à chaque période estivale, où on avait la vidéo de Ben Simmons qui shootait avec sa mauvaise main et on disait attention, l'an prochain, il va tirer, il va Bah oui, mais tirer des bon, trois points.
Et Non, mais voilà. ça, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est tous les joueurs, tu vois. Enfin, je veux dire, Non, l'été, mais c'est je quand sais même le bien, mais festival de regardez mes super muscles comme ils sont saillants, on regardez pourrait mon faire, shoot comme il est performant. Charlie, on pourrait créer un 5 majeur des stars de l'été, quoi. Udi Melo, Ben Simmons, il faudra en trouver d'autres, mais il y a quand même pas mal de joueurs comme ça dont on fait la promotion tous les étés. C'est Et, vrai. euh, et voilà, quoi. Ça reste, Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ce serait assez ça drôle. reste ce que c'est, quoi. Il n'y a rien qui bouge derrière. Et ça serait marrant comme truc, tiens. On pourra peut-être, peut-être que je vais te le proposer d'ici la reprise de la saison. Ton 5, on va définir le 5. Je vais pas te demander ton 5 et mon 5 parce que je sais pas s'il y a assez de joueurs. Ouais, je sais pas. Mais ces joueurs qui ont occupé nos étés avec des vidéos promotionnelles de leurs agents ou de leurs entraîneurs pour dire regardez comment il est bien préparé, quoi. Il est prêt pour la rentrée. Jeremy Lin a annoncé sa retraite. Jeremy Lin, le champion NBA, je vous le rappelle, avec les Raptors de Toronto en 2019. Oui, 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 oui. J'ai vu une photo de lui quand je préparais l'émission. J'avais oublié que Jeremy Lin avait été champion NBA, Charlie. J'avais complètement zappé cette histoire. Mais n'empêche que savoir que Jeremy Lin, et d'ailleurs son message, le message qu'il a posté pour sa retraite, il est hyper touchant. C'est un joueur que j'ai trouvé, et c'était une vraie, ça a été une vraie respiration de Jeremy Lin. La période l'Insanity à New York en 2011-2012 là, quand il a eu cette période complètement crazy où il marquait Ça des a deux duré 10 orbiteurs, matchs. où il sortait tout le monde, il disait allez-y, écartez le jeu là, je vais mettre le tir et tout. C'était marrant. Moi j'avais trouvé ça sympa. Eh ben, moi, je trouve que c'est complètement surcoté. Ça a duré 10 matchs et je Ça a trouve ça. duré 10 matchs. Mais oui, ça a duré 10 Ouais, matchs, tu vois. c'est Sauf que comme grave. c'est New York, eh ben, ça a pris une ampleur incroyable. Alors que, franchement, des Mais joueurs il qui avait fait une bonne surperforment saison sur après. 10 Il avait matchs. signé aux Rockets. Il avait fait une bonne saison après aux Rockets. C'était sa meilleure saison en carrière. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Et 18, je crois que c'était 18 points, 6 passes, un truc comme ça. Et Non, t'es un fou. attends, vas-y, vas-y, crache sur Jeremy Lin. Je vais Non, essayer non, mais de. je veux pas cracher sur Jeremy Lin, Ah, arrête. si, c'est ce que tu veux faire. Attention, Charlie, hein, attention. Ouais, je suis persuadé qu'il a jamais fait une saison à 18 points 6 passes, par contre. Je vais exactement regarder ça. Non, mais écoute, oui, alors t'as parlé de son titre. Son titre, il a plus jamais joué en NBA depuis le titre, en fait. Hein. Je crois que c'était ses derniers moments sur le parquet. Euh, J'en ai pas un souvenir. Voilà, moi, je te dis, je pense qu'effectivement, il y a eu cette période de l'Insanity qui a été très surcotée, mais qui était effectivement marrante. C'est toujours sympa de voir des joueurs qu'on n'attend pas surperformer comme ça. Maintenant, encore une fois, c'était 10 matchs, c'était il y a quasiment 15 ans. Bon, voilà, Et oui. Insanity, 35 matchs avec les Knicks, quasiment 15 points. Alors, c'est 15 points, pas 18, je suis désolé. 15 points de moyenne quasi, 6 passes, 1,6 interceptions, 3 rebonds. C'est pas complètement dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, mais tu vois, si sur 35 matchs, tu surperformes sur 10 matchs, bah, tes Ouais. stats globales, elles vont être pas mauvaises, tu vois, Et c'est sa normal, en saison fait. à Houston, la suivante à Houston, elle est pas mal non plus. 13 points, plus de 13 points en moyenne, 6 passes encore, toujours 1,6 interceptions et 2,6 rebonds avec 44 en tir de champ et 34 à 3 points. Mais surtout, saison complète. Saison complète, 82 matchs. 82 matchs joués, 80 matchs démarrés. Ouais. Oui, oui, non, mais voilà, non, mais moi, j'ai rien C'est un rêve de gosse, Jeremy Lin. C'est ce qu'il dit dans son message. Il a rêvé en grand. Lui-même devait se pincer pour croire que ça arrivait. C'est vrai, et c'est trop Quand cool. tu fais partie des 400 et quelques pélos qui jouent en NBA, franchement, tu fais partie du 0,0001% des joueurs qui jouent au basket dans cette ligue, quoi. C'est pas rien, et franchement, en fait, Jeremy Lin, c'est ça que j'ai aimé. Ça a jamais été effectivement un joueur qui compte dans les résultats, machin, tout ça. Mais cette micro-période digne d'un film hollywoodien, le fait qu'il ait quand même fait une carrière à peu près viable en NBA, alors que rien ne laissait présager une telle chose, et le fait qu'il ait tenu, et ben rien que ça, c'est admirable en vérité. Non, mais je sais, en fait, pourquoi j'ai cette opinion sur cette période de l'Insanity. Je viens de comprendre pourquoi, maintenant. Dis-moi. Le 10 février 2012, Lakers Knicks. Ah, 38 points dans notre tronche. je me souviens de ça.
Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que moi, l'Insanity, ça m'a Euh, saoulé. c'est peut-être pour ça que ça t'a saoulé. T'as gardé cette pilule. À mon avis, il y avait Charlie devant sa télé qui disait mais c'est pas possible, mais c'est qui ce gars? Ah, mais c'est sûr que j'étais devant la télé, ça C'est c'est qui sûr et ce certain. mec qui est en train de nous planter 38 points là? Sûr et certain, j'étais là. C'est qui ce nobot qui regarde Kobe dans les yeux? Bref, moi ça m'a fait un petit pincement et je voulais juste lui faire un petit clin d'œil parce que faut toujours voilà se rappeler que jouer en NBA, Ah, c'est déjà durer en extraordinaire. NBA, c'est surhumain en vérité et Oui, oui, que non, ça, je suis d'accord. ce gars, on peut il y en a qui pourraient ricaner en disant ah, Jeremy Lin, je le prends pas au sérieux. Et ben n'empêche qu'il a joué en NBA les gars et vous ça vous arrivera jamais. Ça c'est bien vrai. On va terminer ce podcast, Charlie. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin et je voulais te parler de LeBron James et de sa publicité Ah bah oui, je me que doute tu bien, n'as pas manqué. Alors ça fait attends, un plus d'un mois qu'on s'est pas parlé, donc plus d'un mois que tu n'as pas craché sur les LeBron. ah, tout de suite, tout de suite. Je suppose que tu as vu cette nouvelle publicité pour Nike juste avant son voyage en Chine où il va présenter sa nouvelle paire, la LeBron 23. Voilà. Et donc, voilà, il est dans cette pub, le roi permanent, The Forever King, qui a réussi à vaincre tous ses adversaires, à franchir tous les obstacles, à détrôner toutes les idoles. Et tu as vu, Charlie, je n'ai pas réagi sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien fait parce que je me suis dit, si je dis quelque chose, tu vas m'engueuler en me disant que mon indignation est ridicule, qu'il ne s'agit que d'une pub et qu'il y a pas grand chose à dire de plus que ça. Donc, tu as vu, je me suis contrôlé, je me suis dit non, je vais pas baver sur LeBron en C'est disant horrible, j'ai que l'impression d'être un censeur. mais non, Charlie, c'est très bien que je dis ça en m'amusant. Mais l'autre fois, j'avais réagi sur un autre truc là. Je sais plus ce que c'était où il avait encore sorti un truc Oui, 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 je me rappelle. qui m'avait hérissé le poil. Mais je t'avouerais que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais de qu'est-ce? Mais pourquoi c'est ce choix de communication qui est fait? Tu es jaloux du Forever King? J'ai trouvé ça. Non, surtout le truc des idoles et des adversaires. Ah là là, ça m'a rendu fou. Et j'étais là en train de me dire, mais arrêtez de faire ça, c'est insupportable. Et je perçois pas le second degré. Si jamais il y a un second degré, je le perçois pas et ça Ah m'énerve. bah non, il y a absolument pas de second degré. Non, non, ça je suis pas d'accord. Mais ça m'ulcère, bien évidemment. J'en ai marre. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce que l'usage du passé, en disant, voilà, il a réussi. Et vraiment, il y a un truc du style fin de règne. Après, ils Ouais. disent Forever King quand même, mais bon. Est-ce que tu penses qu'il y aura, est-ce que tu paries sur une annonce de LeBron d'une fin de carrière ou pas? Bah, de toute façon, 23e saison, son numéro, la LeBron 23, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, moi. de toute façon, en fait, on sait très bien depuis longtemps maintenant que s'il y a une annonce de dernière saison qui doit tomber, elle va tomber un peu avant la reprise. Donc c'est encore tout à fait possible, effectivement, qu'il annonce que c'est sa dernière saison. Euh, Moi, je trouve effectivement que vu la communication de Nike, etc., j'ai l'impression effectivement qu'on se dirige vers une annonce de ce genre-là. Moi, je t'avoue que j'espérais que ce serait pas le cas. J'aurais bien aimé qu'il fasse sa tournée d'adieu ailleurs qu'aux Lakers parce que j'ai plutôt envie de voir l'équipe se Ouais. concentrer sur le début de l'ère Doncic. Mais bon, voilà, le storytelling de Nike, il est lancé à plein régime là, et j'avoue que je vois pas trop pourquoi il ferait ça s'il y avait pas cette annonce derrière. Ah oui, tu Pour penses autant, vraiment? ouais, ouais, je pense, ouais. En fait, ouais, j'ai un peu l'impression que là, il va lancer sa tournée d'adieu et voilà. Et de Oh toute la façon, vache. voilà, il va s'arranger pour que personne ne puisse ignorer que c'est sa dernière année. Et c'est vrai que je comprendrais pas très bien que Nike sorte cette pub-là si c'était pas le cas. Maintenant, j'avoue que moi, j'ai été un peu rassuré par les Lakers quand même depuis le début de l'été là, parce que les Lakers là, cet été, ils ont été en mission. Ils ont été en mission communication tous les jours, je recevais des notifs de tu sais, sur l'appli NBA, tu choisis ton équipe. Tous les jours, je recevais des notifs des Lakers via l'appli NBA pour me parler de Luka Doncic, pour me parler de ses entraînements, de ses activités, de ses contrats. Enfin, c'était Mm. Martine à la plage, c'était incroyable. Alors, on sent vraiment que le département des relations publiques des Lakers a bossé à fond tout l'été pour Ouais. bien faire comprendre au monde entier que aujourd'hui, on a changé d'air. Aujourd'hui, c'est Luka Doncic, le visage et le patron de la franchise. Donc ça me rassure un peu.
Maintenant, bah voilà, ça empêchera pas LeBron de faire sa tournée médiatique s'il a envie de le faire, mais au moins, ouais, j'ai été un peu rassuré de ce point de vue-là par le boulot fait par les PR des Lakers. Ouais, bien sûr. Après, bon, on verra à quoi ça ressemblera. C'est une éventuelle tournée d'adieu, mais moi, je pense que ça va totalement cannibaliser la saison des Lakers. Ah, mais Charlie, c'est je suis sûr. désolé, mais Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais au moins, ça viendra pas de la. En fait, si tu veux, au moins, ça ne viendra pas de la franchise, tu vois. La tournée d'adieu de Kobe, elle a pourri la saison. Et en plus, c'était vraiment à l'initiative de la franchise, tu vois. C'était vraiment les Lakers qui, dès le début, ont accepté le fait de sacrifier toute ambition sportive pour, tu vois, pour mettre en valeur l'image de Kobe. Là, j'ai l'impression quand même que ça sera. Bon, c'est clair que ça va quand même tout gâcher, mais au moins, ça viendra pas de la franchise. si j'avais l'esprit très mal placé, Charlie, je dirais même que on pourrait, j'ai aucune preuve de rien. Calmez-vous si vous êtes énervé par ce que je dis. Je dis ça comme ça, on s'amuse un peu. Mais si j'avais l'esprit très mal placé, je dirais même que quelque part, c'est une façon pour LeBron de reprendre la main face aux Lakers et de les regarder droit dans les yeux en disant vous allez quand même pas me transférer en pleine dernière année, en pleine dernière saison pour ma tournée d'adieu, quoi. Bon, de toute façon, ils peuvent pas le transférer, donc. Oui, c'est vrai. Donc non, moi je pense que. Parce qu'il a sa no trade clause, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Non, moi je pense vraiment que voilà, Ouais. LeBron, il est dans sa démarche de, la star de cette dernière année, ça sera moi. Et qu'en parallèle de ça, je pense que les Lakers, et d'ailleurs c'est forcément un sujet qu'ils ont évoqué avec Luka Doncic au moment des discussions sur la prolongation du contrat. Je pense que voilà, les Lakers, ils ont dû aller voir Luka Doncic, ils ont dû lui dire, écoute, bon, ça va être quelques mois un peu compliqués, mais mais l'avenir est à toi, mon gars. Ça peut être une pilule facile à avaler. T'as vécu Dirk, tu vas vivre LeBron. En attendant après, promis, c'est terminé. En attendant qu'on te ramène Jokic. Pardon. Qu'est-ce que tu... Mais pourquoi tu fais un tacle par derrière pour terminer l'émission, Charlie? Quel tacle par derrière, Jokic serait ravi de jouer avec Luka Doncic. Aux Lakers, mais bien sûr. Ouais. Attends qu'on fasse les équipes, machin, les favoris, là. Je vais me lâcher sur Denver cette année, mon gars. Je la sens tellement bien, cette équipe. Après, t'inquiète, moi, je m'attends pas du tout à ce que les Lakers soient champions. Donc, il y aura pas de compétition là-dessus, tu vois. Non, mais bon, après, Denver, la discussion de leur place dans la conférence Ouest se pose. Et de tout ce que je peux lire, voilà, il y a un trio de têtes qui se démarque largement des autres aujourd'hui. Denver, Houston, OKC, on le sait, à l'Ouest. Et j'ai hâte de discuter de tout ça avec toi. Ça va être dans les prochains numéros. Ouais, ça va être cool. Et ça va être cool. Et chers auditeurs, d'ailleurs, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, là, les courageux, ceux qui sont fans du podcast, les vrais fans, c'est là qu'on les reconnaît, les vrais fans, Charlie. Mais on en reparlera de toute façon, toi et moi. Mais avec Charlie, on s'est mis d'accord sur une nouvelle organisation cette saison qu'on vous annoncera à la reprise de la saison officielle, donc fin octobre. Voilà, on a des choses à vous annoncer, des petites nouveautés pour cette nouvelle saison à venir pour le NBA Corner Pod. Voilà, on va vous annoncer ça. Charlie, merci de m'avoir accompagné. C'était tellement bon de te retrouver. Oh bah écoute, c'était avec plaisir et ouais, c'est cool de repartir là. Yes, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de l'Euro qui aura avancé. Ce sera à la fin parce que la finale c'est le 14. Donc on sera à la fin du tournoi. On verra bien. On fera un peu le bilan et on parlera des finales et des places pour des places. On sera quoi là? Ça sera la demi-finale le vendredi soir ou pas? Je sais même plus, tiens. Je sais même pas quel est le calendrier de fin de parcours de l'Euro. Mais tout ce que je sais, c'est que la finale, c'est le 14, ça sera le dimanche. Et qu'on pourra pas en parler. Il me semble que les demi, ça sera... Ouais, les demi, c'est vendredi. C'est le 12, donc on parlera des demi en amont, quoi. Absolument. Voilà. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, donc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. À ciao, bye bye.